Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du jury, venant aujourd'hui devant vous défendre par la positive le sujet, la question de savoir s'il faut regarder ou non la vie en face, j'ai le sentiment de défendre d'abord une façon de voir la vie. Les semaines passent et je ne me lasse pas de vous tarir d'éloges, alors permettez-moi avant tout de vous dire que sans l'initiative, sans l'entreprise et sans l'investissement permanent de personnes telles que vous, les hommes tels que moi, ne seraient que très peu de choses. Ceci étant dit, j'aimerais vous dire cela. Fervent lecteur de Sophocle, après avoir regardé la vie non pas comme une farce, mais comme une tragédie, je rencontrai un jour Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Et je dois dire qu'il existe un avant et un après Molière. Lire ce dramaturge, c'est comprendre que la vie est une farce, dont nous sommes tous les Tartuffes, les Scapins, les Avares, les Don Juan, les Sganarelle et autres harpagons. Depuis, je lui exprime chaque jour ma gratitude pour cette invitation qu'il m'a faite de regarder la vie en farce. Cette invitation que je vous fais désormais aussi et que j'espère vous convaincre d'accepter, car elle a arrosé agréablement la sécheresse de mon âme sournoise et diffuse, qui ne trouvait autrefois la mélancolie et la gaieté que dans la plus sombre pénombre. Si je vous parle de mon âme, c'est parce que la vie telle que je la vis aujourd'hui satisfait complètement celle-ci et remplit mon être tout entier. Quand le doute m'assaille, quand le découragement me regarde en face, quand je ne vois plus aucune lueur d'espoir à l'horizon, alors je me tourne vers cette invitation. Et je retrouve les mots pour me consoler. Et je commence à sourire immédiatement au milieu d'un écrasant chagrin. Ma courte vue a vu passer des tragédies. Et si elles n'ont pas laissé d'effets indélébiles sur moi, je le dois à l'invitation que cet auteur de talent m'a faite. Certains hommes quittent la terre avec des regrets, mais Jean-Baptiste, c'est la terre entière qui le regrettera. En le lisant, je me découvris une passion, la passion de l'observation de la vie en farce. Car essayer de la regarder en farce, c'est s'approcher de la vérité. Le faire, c'est comprendre toute l'humanité. À ce titre, et parce que Madame la juge, vous vouliez la semaine dernière de ma part plus de douceur, plus de légèreté, moins de brutalité, au fond plus de sourire. Pas plus tard qu'hier, hasard, coïncidence ou signe du destin, rue Saint-Jean-Baptiste de la Salle, dans le 6e, je rencontrai Rosaline. Vous savez, moi j'aime les femmes touchantes et touchées lorsque je les complimente. Et quand les syllabes, les vers, les lettres, somme toute, les mots de la langue de Molière, encore lui, ne suffisent plus à satisfaire ma languissante bien-aimée, je n'hésite pas à me surpasser. Je me rappelle cette soirée où j'avais aisément rendu niaises et joyeuses ces demoiselles effarouchées, aux bas devenus incandescents, qui à mon départ, euphoriques et béates, rendaient un culte à la déesse de la concupiscence, car s'étant découvert des penchants pour les plaisirs sensuels des passants. Rosaline, ce fut une rencontre brève mais intense. Mon père, cela va vous plaire, elle était au couvent, car elle avait soif de connaître Dieu. Elle me raconta donc sa passion pour le Christ, le besoin qu'elle avait toujours ressenti de trouver un appui solide, un refuge éternel, une consolation divine. Appui qu'elle avait cherché toute son enfance, dans sa famille, à l'église, dans la nature aussi qu'elle aimait beaucoup, mais son cœur restait insatisfait. Ses recherches étaient vaines, mais elle savait qu'elle portait en elle, au plus profond, une vocation, qu'elle aspirait à une plus grande consécration que le simple repos dominical, qu'elle désirait apaiser cette voix intérieure qui la poursuivait. Et après une de ces réflexions, d'où naissent les convictions, elle décida d'entrer au couvent et de s'accomplir à travers le vœu de chasteté. Il paraît qu'elle eût été connue du monde de l'Eucharistie, bien que je ne fusse pas au courant. Exempte de toute austérité, il est établi qu'elle eut du crédit. À en croire ce qu'elle me disait,
les autres sœurs qu'elles aimassent s'entretenir avec elle et qu'elles la visitassent souvent. On pouvait entendre de sa couche qu'elle fut faite entièrement de paille et qu'elle se nourrissasse de racines pour être sûre de ne prendre la part de personne dans le monde. Sur sa face divine, ses yeux envoûtants, l'abîme primitive ruisselait lentement. Elle venait, elle accourait, elle était là. Maîtresse du voile infranchissable, de la chrétienté, céleste au milieu des robes blanches qui rappellent la sainteté. Rosaline méditait chaque jour en prière, pendant que moi, mon avenir était scellé. Admiratif devant tant de piété, je devais donc me résigner à ne jamais pouvoir rendre hommage à sa beauté. Je tentais quand même un acte désespéré en lui demandant si elle ne pensait pas que, d'un certain point de vue, dans une hypothèse tout à fait désintéressée, se donner à un pauvre, jeune, misérable étudiant comme moi pouvait être vu aux yeux de Dieu non pas comme un péché, mais un acte de charité, auquel elle serait en définitive récompensée. J'eus en guise de réponse un sourire et une lettre de saint Paul apôtre, qu'elle m'invita à méditer. Elle lut, attentif, je découvrais. Frères, je vous le dis, sous la conduite de l'Esprit de Dieu, vivez. Alors, vous n'obéirez pas aux tendances de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à celles de l'Esprit. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de vous élever. On sait très bien à quelles actions mène la chair. À la débauche, à l'impureté, l'obscénité, l'idolâtrie, la sorcellerie, les haines, la querelle, la jalousie, le socialisme, l'envie, les divisions, le sectarisme, les rivalités, les beuveries, gloutonnerie et autres choses du genre. Mais voici ce que produit l'esprit, l'amour, la paix, la patience, la bienveillance, la foi, l'humilité et la maîtrise de soi. Après avoir lu ce passage, elle me rappela qu'elle avait en elle Jésus-Christ et donc qu'elle avait crucifié en elle la chair, avec ses passions et ses tendances égoïstes. Amen, je vous le dis, elle m'avait fait aimer l'Évangile. Je me devais donc de l'oublier et d'oublier l'intérêt que j'avais pour elle, de la connaître en profondeur et d'essayer de connaître son cheminement. La semaine passa, j'avais fait le deuil d'une femme aux voies impénétrables. Puis soudainement, Madame la juge, hier, revoilà Rosaline. Je la croise, une deuxième fois. Et croyez-le ou non, elle me déclare sa passion. Voilà qu'elle me dit qu'elle est amoureuse de moi. Croyez-le ou non, frappé de stupeur, je lui rappelle ce qu'elle m'avait dit. Je lui rappelle sa vocation, je lui rappelle ses vœux, finalement tout ce dont elle m'avait parlé. Elle me rétorque qu'il ne faut pas que je m'en étonne, que les plus grands saints avaient été susceptibles de passions sensuelles, que saint Paul était très affectueux et très tactile, et que le bienheureux saint François de Sales n'avait pu s'abstenir. Elle m'avait fait la morale. Elle m'avait convaincu, à tel point que j'envisageais la confirmation. Et voilà qu'elle me confie avoir le désir d'être savante. Me sentant trahi, je me promis de passer le reste de mes jours à la haïr, elle et son dogme, tant sa conduite le décrédibilisa. Oubliais-je de penser que c'est elle et les hommes qui sont imparfaits et non pas le message de Dieu, peut-être. Mais ma décision était prise et sans appel. Après avoir connu Rosaline, Monsieur le Président, croyez-le ou non, cette expérience m'a renforcé dans ma conviction qu'il faut regarder la vie en farce, car les hommes ne sont pas sérieux et qu'on ne peut la regarder autrement. C'est en regardant la vie en farce que l'on réalise que l'être humain est maître dans 3 des arts majeurs, le mensonge, la contradiction et l'hypocrisie. Malgré lui, l'être est victime de ses propres misères. Les forfaits qu'il commet, parfois, sont tels qui suscitent souvent le rire en guise d'indignation. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du jury, je vous propose de distinguer ceux qui regardent la vie en farce et ceux qui, comme moi, regardent la vie en farce.
Regarder la vie en farce, c'est d'abord un apprentissage. C'est d'abord un acte de volonté. J'aimerais réfuter les arguments de la partie adverse par anticipation en vous disant que, contrairement à ce qu'elle vous dira, regarder la vie en farce, ce n'est pas quelque chose de dangereux. Ce n'est pas être cynique, insensible. Ce n'est pas être passif, coupable ou complice du mal. C'est simplement accepter que l'homme n'est pas infaillible. Lorsque nous réaliserons que la plupart des positions de chacun ne sont pas le fruit de convictions, mais ne sont liées qu'à des ambitions, alors nous aurons fait preuve de compréhension. Le commercial n'organise pas une soirée pour la bonté de l'initiative. Il le fait car il espère en tirer profit. Le politique ne flatte pas une partie de l'électorat pour la bonté de l'initiative. Il le fait pour en tirer profit. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous avons oublié comment faire. La vanité, le mensonge et la bien-pensance ont empoisonné l'esprit des êtres. Le politiquement correct a barricadé le monde dans la névrose, nous a fait sombrer dans la pensée unique, la division et le pathos. Dites que vous regardez la vie en farce et on vous traitera d'impudent, de saltimbanque. Mais c'est véritablement ne pas avoir compris la philosophie de regarder la vie en farce. Vous seriez étonné de voir jusqu'où peut aller notre brutalité et à quel point nous pouvons faire preuve de cruauté face à des êtres intrinsèquement mauvais. Mais Monsieur le Président, ayons pitié de ces imposteurs, de ces faux artistes qui parlent d'eux à la troisième personne. Ayons pitié de ces escrocs, de ces menteurs, ayons pitié de ces voleurs, de ces manipulateurs. Regardez leur vie en acte, regardez leurs actes et leur vie en face, fait de nous des êtres frustrés, rongés de l'intérieur, avides de vengeance et de sang. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les combattre, attention. Mais regardez leur vie en farce et leurs actes fait de nous des êtres qui pardonnent. Nous les ignorons. C'est rire parce qu'ils apparaissent tels qu'ils sont, si pitoyables, si ridicules, si prévisibles, si moches. Et je ne parle pas ici d'une laideur qui serait physique. Elle l'est souvent, mais peu importe. Je vous parle d'une laideur qui est psychique, indélébile, ineffaçable. La vie est un théâtre dont le rire et l'indifférence doivent corriger les vices, disaient les anciens. Regardez la vie en face et vous deviendrez violent. Regardez-la en farce et vous deviendrez poète, philosophe, indubitablement quelqu'un de plus sage que vous ne l'êtes déjà. Habiles et malins sont ceux qui regardent la vie en farce, car ils vivent. De sombres noirceurs sont remplis ceux qui la regardent en face, car ils meurent. Un jour, sur nos lits de mort, bien des années auront passé. Peut-être regretterons-nous de ne pas avoir regardé la vie en farce, de ne pas avoir pu transformer, par l'intelligence de l'esprit, nos vies tragiques en pièces de théâtre comique. Alors, nous prierons les dieux, pour une chance, juste une, de revenir en arrière, pour arrêter de se voiler la face et d'enfin apprendre à regarder la vie en farce. Une chose encore, et c'est plus pour la vie que pour ma cause que je le fais. J'ai fait mon possible, mais malgré vos applaudissements, j'ai peur que ne soit pas passée dans vos esprits la conviction qui m'anime. Un doute terrible m'assaille, et je vous crie, vive la farce, vive la farce. Car si votre justice immanente frappe cette farce dont les bienfaits sont si purs, dont les ingrédients sont si sains, et dont le charme est si tentant, il ne me resterait qu'à me frapper la poitrine en disant « Monsieur le Président, regardez-moi en face et dites-moi que la vie n'est pas une farce. » Et puis non. Pas aujourd'hui.
Je vous amuse? Comment ça, je vous amuse? Je suis drôle, hein? Je vous fais rire. Comme un clown? Hein? Je suis désopilant pour vous? Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi, allez. Comment ça, je vous amuse? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle en moi? Quoi? Je suis l'idiot du village, c'est ça? Je vous fais marrer? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle en moi, nom de Dieu? Moi, la farce, j'en ai assez. Nous tous, ce soir, nous méritons mieux que des rôles de petits amuseurs. Merci d'ailleurs, mon cher contradicteur. Vous avez traité en grande partie mon sujet, vous m'avez presque fait pleurer. Vous avez raison d'ailleurs. La vie n'est pas une farce. Nous sommes battus tous pour arriver jusqu'ici. Nous tous qui avons traversé nos courses, nos bols de riz et nos arrivistes, qui décidément étaient juste à l'heure. On rit parfois. On a besoin de se détendre, quand dans le fond, on est aussi sérieux que nous. On rit parfois, mais dans chaque sourire doucement esquissé, dans chaque contraction de nos zygomatiques, je nous vois, nous tous, qui plaidons ce soir, ou en l'occurrence cet après-midi. Je vois mon contradicteur. Je le vois seul. Il est tard. Sa journée est passée comme une brise de printemps. Et il y a encore tant à faire. Il est seul, sur une chaise de bois dur, le doigt engourdi et les doigts raides. On entend des cris dehors. Ils sont une dizaine, peut-être 20. On boit, on danse, on s'amuse à sa fenêtre. Il est seul. Il retape une plaidoirie qu'il n'arrive pas à finir. Il est vert d'angoisse, son texte ne rime à rien. Depuis 2 heures déjà, il écrit en Alex sans rien. Mais c'est un homme sérieux, comme moi, comme nous. Il finira tard dans la nuit, ou le matin tôt peut-être. Mais enfin, il écrit laborieusement, sérieusement, sa plaidoirie. Il n'est pas de ceux qui regardent la vie en farce. Auriez-vous voulu, messieurs du jury, vous tous, réunis ici, que je regarde la vie en farce? Que je vous raconte 2-3 blagues de Toto apprises le matin devant une tasse de café tiède, entrecoupées de donc. Est-ce que l'on regarde la vie en farce, moi et mon contradicteur, lorsqu'on vient habillé comme on l'est aujourd'hui? Je remarque que mon contradicteur porte un très joli costume. Je n'ose le regarder en farce, je me brûlerai les yeux. Et j'ai moi-même passé un bon quart d'heure sur ce nœud de cravate que j'ai refait 15 fois. Mes crampes dans mes doigts commencent tout juste à se détendre. En vérité, mon contradicteur et moi sommes par trop sérieux pour plaider sérieusement qu'il faut regarder la vie en farce. La farce, je n'aime pas ça. Je pense que personne ne devrait regarder la vie en farce, et je vais vous dire pourquoi. Tenez, j'ai regardé un petit peu, j'ai trouvé notamment une recette de farce, 500 g de chair à saucisse, 2 œufs, une demi-tasse de mie de pain trempée dans du lait, 2 échalotes, 3 gousses d'ail, du beurre, divers condiments. C'est pâteux, c'est indigeste, et avec une telle quantité d'ail, vous êtes sûr de vous retrouver avec une haleine de poney grabataire nourrie exclusivement au café et à la nicotine. Regardez la vie en Gaspatio si vous étonnez, c'est frais, c'est léger, c'est de saison. La farce, je n'aime pas ça. Et c'est surtout illégal. Vous le savez, le nouveau standard de comportement en droit, c'est la personne raisonnable, et donc sérieuse. Ce n'est pas seulement moi qui vous le conseille, c'est le droit qui vous l'impose. Et le droit a raison. Car il faut redouter le côté obscur de la farce.
Je voudrais parler d'un roi de l'humour. Quelqu'un qui, dans ses jeunes années, était le prince de la farce. Nous le connaissons tous. Il nous a fait rire. Il nous a bouleversés. Je veux bien sûr parler de Toto. Eh bien, un jour, Toto s'en va chercher des suppositoires à la pharmacie. Ils n'en ont pas. Toto va à la poissonnerie. Toujours rien. Toto va chez l'armurier, qui comprend mal, et lui donne des cartouches de chasse. Un jour, un monsieur au costume défraîchi vient frapper à la porte chez Toto et il lui demande « Toto, comment va ta mère ?» Ce à quoi Toto répond « Elle va bien, mais quand elle va aux toilettes, maintenant, ça fait des trous partout. » Eh bien, ce n'est pas drôle. Car monsieur au costume usagé travaille pour les services sociaux et la mère de Toto ne se remettra jamais vraiment de ses lésions intestinales. Comme elle n'est plus en état de s'occuper de son fils, il est soustrait à sa garde. Toto passe alors de famille d'accueil en famille d'accueil, de petits délits au premier crime. Aujourd'hui, Toto, c'est 5 ans de prison pour un braquage dans une pharmacie qui a mal tourné, 2 ans en cellule d'isolement, 10 ans à la rue, 4 ans d'addiction à l'héroïne. Ne soyez pas trop prompt à rire à la farce. Attendez de voir ce qui se cache derrière. La vie, c'est d'abord quelque chose de sérieux. C'est comme ça qu'elle a un sens. C'est comme ça que Sénèque la voit dans De la brièveté de la vie. Lorsque les grands et les puissants de son temps viennent et se plaignent devant lui de la brièveté de la vie, d'où le titre du livre, vous remarquerez, c'est quand même bien fait. Eh bien, Sénèque leur répond qu'ils font de leur vie une farce, qu'ils la dilapident dans des fêtes sans lendemain et des petits plaisirs. Sénèque, ça sonne comme cynique, c'est amusant, ça n'a en fait rien à voir, mais tout de suite, ça pose le personnage, on voit le sérieux. Eh bien, ni Sénèque, ni Héraclite, ni Lao Tse, ni Cicéron, tous ces hommes morts depuis 2000 ans, et dont on se souvient encore, n'étaient hommes à voir la vie en farce. Car à la fin, ce qui reste de nous, c'est ce que l'on a fait de grand, de sérieux, d'important. La farce meurt lorsque le dernier rire s'est tu. Alors non, monsieur, la farce, ce n'est pas dangereux, je n'ai pas l'intention de le plaider, c'est juste fade, c'est vide. Cicéron le dit clairement dans ses écrits. Il vit, il écrit, par peur de la mort. Il veut toucher, par le souvenir de ses œuvres, de ses hauts faits, à une part d'immortalité. On se souvient le Cicéron consul, le Cicéron l'avocat, au talent oratoire unique. Cicéron était peut-être aussi farceur, ça, dans l'ensemble, on l'a oublié. Quel dommage de tomber dans la farce, surtout pour nous qui nous targuons d'éloquence, alors que la grande éloquence, celle à laquelle personne ne résiste, est profondément sérieuse. Les grandes figures de l'art oratoire qui sont nos références, ils avaient le don des mots, mais ils n'avaient pas toujours le mot pour rire. Pensez à un grand homme de l'éloquence révolutionnaire. Voyez Robespierre. Lorsqu'il prend quelqu'un à partie dans le comité de salut public en charge de la terreur auquel il participe, lorsqu'il le pointe du doigt et qu'il dit « Monsieur, vous, monsieur, vous êtes un ennemi de la Révolution, un traître à la patrie, notre mère. Je ne supporterai pas une seconde de plus de respirer un air vicié par votre présence. Monsieur, je vous le dis, j'aurai votre tête !» Ce n'est pas une farce. Il n'y a pas de blague, pas de trait d'esprit. Robespierre annonce une tête, et quelques jours plus tard, elle roule sur le sable place de Grève. Les plus grands orateurs, Robespierre y compris,
ne sont pas de ceux qui regardent la vie en farce. Un bon orateur, c'est quelqu'un qui regarde la vie au sérieux, qui lui donne, qui lui accorde le sérieux qui lui est dû. C'est aussi quelqu'un qui sait quand il en a assez dit. J'ai parlé du mieux que j'ai pu. Je n'en dirai pas plus, de peur de tomber dans la farce. Je préfère retourner à la vie, si sérieuse soit-elle. Je vais répondre. Monsieur, vous avez fait le choix de l'humour, de la dérision. Est-ce que cela ne montrait pas vos limites? Est-ce que l'on fait rire lorsque l'on ne sait pas faire penser? À entendre vos références, j'ai compris que vous n'aviez pas de bibliothèque, mais que vous mangiez des carambars. Je vous suspecte d'avoir cité Cicéron sans l'avoir lu. J'ai gardé patience, mais j'ai senti monter la colère en moi et envie d'étripler ce plaideur. Il a négligé les définitions, passé outre l'étymologie, oublié le sens du latin et fait preuve d'une incroyable impudence. Je n'aurai qu'un mot. Lisez Molière. Monsieur, décidément merci, nous deux, nous ne regardons pas la vie en farce.